Chapitre 30. Le 12 novembre 1945, Annelie eut 17 ans. Le 5 décembre, Monsieur Franck vint la chercher en taxi. Sur le chemin de l'aéroport, ils s'arrêtèrent à l'orphelinat pour récupérer Gaby et deux petites filles qui devaient rejoindre leur tante en Suisse. Anna n'avait jamais pris l'avion, mais elle n'avait pas peur. Elle était plutôt curieuse de savoir l'effet que cela faisait de voler en plein ciel. Le petit avion était sur la piste. En attendant l'embarquement, Monsieur Franck tendit aux enfants une chaîne ornée d'une pièce hollandaise. Il leur passa ce collier autour du cou. D'un côté était gravé le visage de la reine, de l'autre la date de leur voyage, 5 décembre 1945. Monsieur Franck et Anna évoquèrent encore des souvenirs. Lorsque Anne et elle étaient petites, elles étaient toujours aussi bavardes de l'une que l'autre. Mais c'était toujours Anne la rebelle qui se faisait disputer. Jamais la docile Annelie, si douce et si obéissante. Anne affirmait que Annelie se montrait timide avec les étrangers, mais pleine d'audace vis-à-vis de ses proches. Anne connaissait Anna mieux que personne et adorait la taquiner. Monsieur Franck raconta à Anna que dans leur cachette, Anne parlait souvent d'elle. Elle regrettait de n'avoir pu lui dire au revoir, de ne pas avoir réglé leurs petits différends avant de disparaître. Anna était la plus vieille amie d'Anne, et il espérait qu'elle et lui resteraient proches et ne se perdraient jamais de vue. Il souhaitait être pour elle un second père. Anna aurait aimé connaître les pensées secrètes d'Anne à son sujet, à cette époque où elle avait tout le temps de réfléchir. Mais comment entrer dans la tête d'Anne? Comment savoir si Anne lui avait pardonné leur brouille? Pourrait-elle jamais devenir aussi proche de quelqu'un que de son amie? Anna avait déjà 17 ans, elle était presque une adulte et Anne, pour l'éternité, resterait une petite fille. Monsieur Franck escorta Anna et les enfants jusqu'à l'avion. Il leur souhaita bon voyage. Il attendit sur la piste pendant qu'on remontait la passerelle. Anna installa les petites filles dans leur siège et plaça Gaby à côté d'elle. Les moteurs rugirent et l'hélice tourna. L'avion se mit en route. Par le hublot, elle vit Monsieur Franck, tout seul, qui leur faisait des signes. Puis l'avion prit de la vitesse et Anna se rendit soudain compte qu'il avait décollé. L'excitation lui serra le ventre. Elle prit la main de Gaby. La terre s'éloignait. On voyait des toits rouges, des champs verts et bruns rayés de rubans d'eau, des canaux, un alignement d'ormes, la campagne hollandaise, les clochers des églises dans les petits villages, les maisons en toit de chaume, les murs de briques rouges. L'avion vira, et au loin, on distingua la côte irrégulière, la mer du Nord vert foncé. Des bateaux, la tache orange du coucher de soleil. Dans la valise de Anna, il y avait l'album de photos que Maya Gutschmidt avait récupéré dans l'appartement familial après leur arrestation. C'était tout ce qui lui restait de son passé, des souvenirs préservés grâce à un acte de bonté. Sur les premiers clichés, ses parents souriaient. Ils étaient jeunes, ils venaient de se marier. Il y avait également des photos de ses grands-parents, de son oncle. Il y avait des photos d'elle lorsqu'elle était bébé à Berlin, avant qu'Adolf Hitler ne soit élu en 1933. Il y avait des photos d'Amsterdam, une photo d'Anne et de Anna sur le trottoir devant l'appartement de Mederplen. À l'âge de 4 ans. C'était l'époque où Monsieur Franck emmenait souvent les deux filles à son bureau le dimanche. Dans la grande pièce, elles s'appelaient mutuellement au téléphone, jouaient avec un tampondateur, mettaient du papier dans la machine à écrire et s'écrivaient des lettres. Elles lançaient de l'eau sur les gens qui passaient dans la rue. C'était tellement amusant de faire des bêtises avec Anne. Tandis qu'elles jouaient, la cloche limpide de l'église de Westerkerk, un peu plus loin dans la rue, sonnait les 4 heures. C'était dans ce même bureau que, plus tard, Anne se cacherait durant 2 longues années. Une photo montrait 5 petites filles de l'école assises dans un bac à sable. Anna avait un gros nœud dans les cheveux. Anne les genoux cagneux. L'année 1937. Sur une autre, 9 filles se tenaient par les épaules en 1939. Il y en avait une de Anna avec Monsieur Goslar, 1935, et une autre de Madame Goslar. Et une autre encore d'une maison en toit de chaume au bord de la mer du Nord. Les Goslar y louaient des chambres l'été et ils y emmenaient Anne. Il y avait beaucoup de clichés de Gaby et de Anna.
Gaby était née au moment où l'armée allemande avait attaqué et envahi les Pays-Bas en 1940. Toutes ces photos témoignaient que les nazis ne les avaient pas complètement empêchés de vivre. Anna et Anne avaient poussé le landau de Gaby, fiers d'être autorisés à la promener dans les rues du quartier bordé par l'Amstel, la rivière d'Amsterdam. Elles prétendaient que Gaby était leur bébé, elles la poussaient à tour de rôle et parfois toutes les deux en même temps. Au cours de ces promenades, elles tenaient toujours la même conversation. Anna se souvenait clairement de chaque mot. « Combien d'enfants tu veux ?» demandait Anne. « J'en veux 10, répondait Anna. « Et toi ?»« Je ne sais pas, mais j'ai l'intention de devenir écrivain. »« Je sais, et Margot veut devenir infirmière en Palestine. »« Oui. Et toi, tu veux vendre des chocolats dans une boutique ou enseigner l'histoire, c'est ça ?»« Oui. » Un jour, tandis qu'elles se promenaient dans l'allée du parc planté d'ormes, Gaby s'était endormie. Elles avaient décidé de s'asseoir un petit moment. Elles s'étaient alors dirigées vers un banc, mais en s'approchant, elles avaient vu un panneau « Interdit aux Juifs ». Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles avaient fait ? Dès cet instant, ce fut comme si les nazis leur avaient déclaré personnellement la guerre. Déconcertées, prises de colère devant cette injustice, elles avaient quitté le parc et n'y étaient plus jamais retournées. Alors que tant de gens n'avaient pas survécu, les photographies étaient à l'abri dans sa valise. Les souvenirs pouvaient se brouiller, les photos resteraient. La terre s'éloigna encore davantage tandis que l'avion virait pour monter à l'assaut des nuages hollandais chargés de pluie. Les petits hublots se strièrent de gouttes argentées. L'avion tangua en traversant les épaisses nuées sombres. Il leur fallut un bon moment pour sortir de la tempête. La nuit était tombée. À l'extérieur, au milieu des bouquets d'étoiles, la constellation de la Petite Ourse, tel un cerf-volant à l'envers, comptait ses 7 étoiles clignotantes. Pour Anna, 4 d'entre elles portaient un nom, Sanne, Ilse, Jacques et Anna. À l'extrémité de la queue, l'étoile polaire brillait si fort que les premiers navigateurs l'utilisaient autrefois pour se repérer dans l'obscurité. Cette étoile-là, c'était Anne. Tandis que Annelie volait vers la Suisse, les constellations s'élevaient lentement, traversant majestueusement les cieux pour l'éternité.